Chapitre 7 Mani. Pendant les 2 ans au cours desquels je fus le chef désigné des Mao Mao, 17 personnes furent assassinées. J'avais été arrêté plus souvent que je ne m'en souvenais. Nous vivions tous dans nos appartements de gang, comme si la loi n'existait pas. Rien n'était sacré pour nous, à l'exception toutefois de notre loyauté les uns à l'égard des autres, et en particulier du lien d'amitié et de fidélité qui m'unissait à Israël et à Mani. Un matin, Israël vient me dire que Mani avait reçu un coup de poignard et qu'il était à l'hôpital. « Qu'est-ce qui se passe, Niki ?» me dit-il, après avoir raconté l'histoire du coup de poignard. « Comment se fit-il que tu te comportes comme ça ?» Mon estomac était comme noué et je sentais le sang se retirer de mon visage. Mani et Israël étaient mes seuls amis et voilà que tout à coup, en écoutant Israël me raconter que Mani avait échappé de peu à la mort, je sentais une partie de mon assurance totalement m'abandonner. Je hochai la tête. Je suis bien, mais fou de colère. Je vais aller le voir et nous saurons qui a fait le coup et nous liquiderons le coupable. Ce même après-midi, j'essayais de me rendre à l'hôpital, mais 2 agents en uniforme grondaient à la porte. Je passais par l'escalier de secours, je tapais la fenêtre jusqu'à ce que Mani l'ouvrît de l'intérieur. Il était très faible et put à peine regagner mon lit. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait ça à mon pote ?» lui demandai-je. « Personne ne te poignardera sans qu'on intervienne. Les évêques, ils m'ont surpris lorsque j'étais tout seul et m'ont atteint 2 fois, un coup dans la jambe et l'autre dans le côté. Mais qui ? Saurais-tu le reconnaître, celui qui t'a frappé ? Oui, il s'appelle Joe. C'est leur vice-président. Il ne manque jamais son coup. Il a dit qu'il reviendrait et qu'il me tuerait. C'est pourquoi les flics ont la garde devant la porte. L'essentiel, c'est que tu guérisses, Mani. Et quand tu sortiras d'ici, nous descendrons ce sale nègre. » Je me laissai glisser le long de l'échelle de secours et ce soir-là, je rencontrai Israël et Omer Belanchi, notre conseiller de guerre, pour dresser nos plans de revanche. Nous nous décidâmes pour un enlèvement. Le lendemain, Omer vola une voiture qui fut cachée derrière un ancien dépôt, pour une quinzaine de jours en attendant la sortie de l'hôpital de Mani. C'était la semaine de Noël, 1957, et le moment pour nous d'agir. Omer conduisait le véhicule et nous prîmes Mani à bord. Comme il boitait, il se servait encore de sa canne. Oji, Paco et moi étions assis à l'arrière du véhicule et nous descendîmes la rue Saint-Édouard et passâmes devant le centre catholique. Il y avait un bal de Noël et 2 agents en uniforme étaient en faction devant la porte. On ne voyait pas d'évêque aux alentours. Aussi, allâmes-nous à la confiserie et parquâmes de l'autre côté de la rue. Il était environ 23 heures et nous conseillâmes à Mani de rester dans la voiture. Nous pénétrâmes dans la confiserie. Plusieurs évêques y étaient et je leur dis « Hé les gars, nous sommes à la recherche de votre vice-président des évêques. Nous avons entendu dire qu'il désire une réconciliation et nous sommes revenus pour lui en parler. Est-il dans les parages ?» Et l'un des évêques demanda « Vous cherchez Joe ?»« Oui, il est là-bas au fond, en train d'embrasser sa fille. » Nous allâmes sans nous presser vers Joe, assis par terre avec son ami. Il leva les yeux et Oji lui dit « C'est nous, les Mao Mao, c'est toi que nous cherchons. » Joe essaya de se dresser, mais Oji mit son pied sur son épaule et le repoussa au sol. Nous avions tous deux des pistolets dans notre poche, et il pouvait voir qu'ils étaient dirigés contre lui. Il se mit à crier. Oji sortit son arme et en menaça les autres garçons. « Ne bougez pas, pas un de vous, le premier qui bouge est un homme mort. » Le propriétaire paraissait pris de panique. « Nous ne ferions rien, patron, dit Oji. Restez seulement tranquille et nous serons loin dans moins d'1 minute. » Je parlais à Joe, qui était encore assis sur le plancher à chercher à côté de la fille terrifiée. « Et voyou, tu as le choix. Ou bien tu nous accompagnes maintenant, ou bien nous te descendons là où tu te trouves. Veux-tu 1 minute de réflexion ?» Le garçon bégaya quelques mots et je lui dis « Bien heureux, très heureux, tu as réfléchi. » Je lui mis d'aplomb sur ses pieds et nous sortîmes tandis qu'Israël tenait les autres garçons en joue avec son arme. Oji leur dit « Dites aux évêques que nous nous les ramènerons après lui avoir fait la leçon à propos du mauvais traitement qu'il a infligé aux Mao Mao. » Nous fermâmes la porte derrière nous et obligeâmes Joe à traverser la rue en courant avec nous. Après quoi, nous entassâmes tous dans la voiture. Il prit place entre Oji et moi et nous le tenions en respect avec notre arme.
Omer embraya et nous conduisit vers une construction abandonnée près du pont de Manhattan. Nous le fîmes entrer et l'attachâmes sur une chaise, avec un bâillon dans la bouche. Il se pourrait que nous ne tuions celui-là, sur un très court délai. Il se pourrait que nous l'abattions, que nous le laissions ici pour le reste de ses jours. Ogier lui cracha au visage et nous partîmes après avoir verrouillé la porte derrière nous. Il était environ minuit. Nous ne retournâmes là-bas que 2 soirs plus tard et nous étions accompagnés de 25 Mao. Joe était couché sur le côté, encore attaché à la chaise. Il avait essayé de prendre la fuite, mais il était trop étroitement lié pour réussir. Nous le redressâmes et donnâmes de la lumière. Il avait été 2 jours entiers sans eau et sans nourriture. L'endroit était glacial. Il clignotait des yeux de peur, d'horreur, et en nous voyant autour de lui, il se demandait qu'allait-il se passer. Je demandai à Manny de s'approcher et de se placer devant Joe. Manny, est-ce que c'est bien lui le garçon qui t'a donné le coup de couteau et qui t'a menacé de te tuer? Manny s'appuya sur sa canne en boitant. Oui, c'est lui, c'est bien celui-là. J'enlevai le bâillon de sa bouche, ses lèvres et sa langue étaient enflées et fendues, sa gorge desséchée, et il n'émettait que des bruits étranges et rauques quand il essayait de parler. Je lui dis en riant. Tu vois, il avoue que c'est lui. Ogier saisit par ses longs cheveux et lui tira la tête en arrière. Manny fit tomber un coup sec la cendre de la cigarette et la tint près du cou du garçon. Les 2 yeux de Joe étaient hagards et Manny rit quand il hocha doucement la peau tendre de Joe avec le charbon ardent. Joe hurla de douleur et Manny retira la cigarette. Encore une fois, dit Ogier à Manny, il t'a poignardé 2 fois, lui. Cette fois, Manny lui fit pénétrer la cigarette dans la bouche, l'enfonçant délibérément entre ses lèvres serrées et fendillées. Le menton du garçon trembla légèrement quand il passa sa langue brûlée dans les ampoules de rouge vif, dans une tentative infructueuse de libérer les cendres et des brins de tabac qui y adhéraient. Maintenant, à votre tour, les gars, dit Ogier. Chacun alluma une cigarette et s'approcha de Joe. Alors, Ogier lui saisit une nouvelle fois les cheveux et lui tira la tête en arrière. Il poussa des cris de terreur et de sa gorge s'échappaient des bruits étranges, comme si on l'avait passé du papier de verre sur un treillis de fil de fer. Le garçon l'entourait chacun et écrasait à tour de rôle la cigarette sur le visage, sur la nuque du traître. Il continua à lancer des cris jusqu'à ce qu'il s'évanouît de douleur. Nous le détachâmes et il s'effondra sur le sol, dans la saleté et les étoiles d'araignée, l'injuriant, à voix forte, les cruels garnements qui dominaient des coups et des coups de pied de chaussures de pointe lui brisaient les côtes et la mâchoire. Nous le transportâmes, le laissâmes tomber au fond de la voiture et le conduisîmes à la confiserie sur le terrain des évêques. Ogier écrivit sur un papier qui lui épingla sur le dos. Personne ne fait du mal au Mao sans être puni. Nous passâmes lentement devant le magasin et finalement fîmes rouler son corps inconscient sur la rue. Puis nous nous éloignâmes en riant aux éclats. Le jour de Noël, je rencontrai Manny chez Gino et nous étions assis sur un tabouret au comptoir, fumant des cigarettes et riant encore de ce qui s'était passé la semaine précédente. Je regardai et vis 5 évêques qui traversaient la rue et je jetai un coup d'œil autour de moi. Bien que nous nous trouvions au cœur de notre terrain des Mao, nous étions absolument seuls. Je poussai Manny du coude. Des évêques, mon vieux, fichons le camp. Mais il était déjà trop tard. Ils nous virent plonger derrière le comptoir pour sortir par une porte de côté. Nous avions un peu d'avance sur eux et nous franchîmes la porte de la rue pour entrer dans une allée courant aussi vite que possible. Mais Manny, dans l'état de faiblesse où il se trouvait, était toujours derrière. Quand nous arrivâmes au coin de la rue, il était là, et il nous attendait tous. Je baissai la tête et je fonçai au milieu d'eux. Surpris par mon audace, ils ne ripostèrent pas. Je donnai un coup de tête dans le ventre d'un garçon qui tomba en arrière sur le trottoir. Je m'appuyai de la main sur le capot de la voiture parquée là et sautai de l'autre côté d'une camionnette de livraison qui arrivait à toute allure et qui klaxonna violemment tandis que je courais me mettre à l'abri. J'espérais que Manny aurait pu profiter de mon assaut et qu'il m'aurait suivi de très près. Tout à coup, j'aperçus qu'il ne m'avait pas rejoint.
Je regardais derrière moi, aucun évêque n'était à mes trousses. J'interrompis ma course et revins sur mes pas pour voir ce qui s'était passé. Et à l'entrée de l'allée, 5 d'entre eux tenaient Mani contre un mur, le frappaient avec leurs poings, lui donnaient des coups de pied dans l'estomac et dans le bas du ventre. Je vis un bref éclair de lumière et sus qu'il s'agissait d'un reflet du soleil sur la lame d'un poignard. Je courus vers eux, tout en sortant mon couteau et en criant « Bâtard, sale porc, lâchez-le, laissez-le, je vais descendre !» J'arrivai trop tard. Le garçon au couteau jeta son bras en arrière et d'un geste violent enfonça la lame dans la côte de Mani qui était à souffle coupé. Il essaya de se redresser, resta debout un bref instant et s'affaissa la face contre le béton. Le vaurien profita de sa chute pour prolonger cruellement son poignard une fois encore dans la poitrine de Mani. Je m'étais arrêtée au coin de la ruelle en ne croyant pas qu'ils iraient plus loin, qu'ils iraient jusqu'à le tuer. Puis, je fus affolée et je me précipitai dans le groupe. Brandissant mon arme et les menaçant de mon poing, ils s'éparpillèrent, s'éloignèrent en courant tous les deux dans tous les sens de la rue. Manu fut abandonné là, sur le trottoir. Le sang s'échappait de sa bouche, de son nez et formait une flaque sur le sol. Il était couché sur le ventre, le visage tourné de côté, me regardant de ses yeux pleins d'effroi. Il essaya de parler, mais il ouvrit la bouche, rien n'en sortit, sinon quelques bulles rougeâtres. Je m'agenouillai, je retournai sur le dos, l'installai sur mes cuisses, appuyant sa tête sur ma veste. Son sang salissait mon pantalon et je le sentais chaud et coulant sur mes mains. Mani fit encore un effort pour parler, la prunelle dilatée de la peur. Il ouvrit les lèvres, mais je n'entendis qu'une sorte de gargouillement dans ses poumons. Il continuait à expulser des petites bulles sangolinantes. « Mani, Mani !» criai-je. « Ne meurs pas, ne meurs pas !» Une fois encore, il ouvrit la bouche et je perçus un bruit d'air qui s'en échappait. C'était comme le faible sifflement d'un pneu qui se dégonfle. Sa tête roula dans mes mains et sa poitrine s'affaissa sous la veste. Je le regardais épouvanté, ses yeux sans expression. Il était mort. « Mani, Mani !» criai-je de toutes mes forces. Ma voix pleine d'horreur, de la réalité dont je venais d'être le témoin. La rue s'anima. D'une fenêtre, une femme jeta des cris. « Hé, que se passe-t-il en bas? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Je ne pouvais pas rester là. Avec mon dossier de police, je me ferais forcément accuser. Je ne pouvais plus rien faire pour Mani. Les voix se rapprochant, je me levai, le corps retombant lourdement sur le trottoir, le choc de sa tête heurtant le ciment retentissant comme un écho à chacun de mes pas, tandis que je fuyais le long de l'allée. Mentalement, je revoyais Mani couché sur le trottoir, la face tournée vers moi, ses yeux terrifiés, grands ouverts et vitreux, image de la mort. J'étais anéantie. Je courus tout le trajet jusqu'à chez moi, fis claquer la porte et pris mon revolver dans l'armoire. Ma respiration était saccadée et je restais assise sur le bord de mon lit, tenant mon arme pointée vers la porte fermée. J'étais pétrifiée de terreur. Jamais je n'avais vu la mort de si près, en tout cas pas en face à face. Mani était mon ami. Une minute auparavant, il avait ri, il avait plaisanté, et une minute après, il était couché dans la rue, le sang s'échappant de sa bouche. Je ne pouvais que faire face à la réalité. Je me croyais courageux, je me croyais fort, quoi qu'il pût m'arriver, mais la mort, c'était trop. Je commençais à avoir mal à l'estomac. De grandes vagues passaient en moi, et je me vis à vomir à plusieurs reprises. J'aurais voulu crier, mais je ne le pouvais pas. Je me levai précipitamment et courus vers la paroi. « Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur !» hurlai-je sans arrêt. J'étais comme possédée par des démons. Je regardais mes mains souillées de sang, coagulées. L'image de ses lèvres fendillées et de ses yeux viteux passait et repassait en boucle dans ma tête. Je me mis à me frapper le front contre le mur en criant « Personne ne peut me faire du mal, personne ne peut me faire du mal, personne !» Épuisé, je tombai haletant sur le plancher. La peur nue, terrifiante, insoutenable, indomptable. C'était comme un cauchemar devenu réalité. Je me roulais encore et encore sur le sol, me serrant la poitrine des 2 bras, gémissant et criant. Les murs de la chambre paraissaient se refermer sur moi et le plafond se haussait à une quinzaine de kilomètres au moins. J'étais couchée au fond d'un minuscule rectangle, regardant la porte et la fenêtre qui se trouvaient à des milliers de mètres au-dessus de ma tête.
J'étais accroupie et coincée au fond de ce qui me paraissait être un tuyau de paille carré qui s'élevait en haute vertigineuse, m'empêchant de fuir. En haut, un épais nuage noir et vaseux apparut et commença à déverser de la paille sur moi. Je suffoquais, j'ouvris la bouche pour crier, mais rien ne s'en échappa, sinon des bulles de sang. Je m'agrippais aux parois, j'essayais de les escalader, de m'en échapper, mais ma nuque s'inclinait de chaque côté et je me sentais ma tête frapper le sol en faisant un bruit semblable à celui de Manny quand il tombait sur le béton, après avoir roulé sur mes genoux. Le nuage noir descendit toujours et j'étais étendue sur le dos, le repoussant des pieds et des mains. C'était le nuage de la mort, de la mort, de la mort qui cherchait à m'atteindre. Je vomis et j'essayais encore de crier. Mais il ne sortit de mes lèvres que d'autres bulles. Ce gargouillement bizarre que j'avais aperçu dans la poitrine de Manny lorsque le sang avait jailli de ses poumons et de sa gorge, je l'entendais dans ma propre poitrine. Tout à coup, ce nuage noir s'abattit sur moi et je fus conscient d'un rire creux et diabolique qui se répercutait sur mes côtes et sur cette tour de paille dans laquelle j'étais emprisonnée. Il se répétait sans arrêt, la mort, la mort, la mort. C'était le rire de Satan. Quand je m'éveillais, l'aube se levait et le soleil tentait de traverser la fenêtre malpropre. J'étais encore étendue sur le plancher, engourdie, meurtrie, glacée. La première chose que je remarquai furent mes mains couvertes de ce sang coagulé.